Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché présenté par DailyFX. Nous sommes le mardi 25 juillet 2007. Je vais saluer la salle de trading. Alors bonjour à vous Luc, j'espère que vous allez bien. Philippe, que je salue également. François, cousin François Hoffman, bonjour à vous deux. J'espère que vous allez bien également, chers auditeurs. Alors, au programme aujourd'hui, on va revoir un petit peu l'amende de Google qui a plombé ses bénéfices malgré la hausse du chiffre d'affaires. Et enfin, l'environnement d'aversion pour le risque qui domine depuis hier sur le marché américain, qui s'est propagé en sciences asiatiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, concrètement, les indices européens ils devraient rester plutôt flat ou alors négatifs. En tout cas, pas de progression attendue. Au programme aujourd'hui, le focus sera porté sur l'enquête IFO et la confiance des consommateurs. Avant de poursuivre, on va commencer par un versement à ce risque. Alors, trader forex et ou les CFD impliquent un niveau de risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes sur votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors, bonjour à vous Brigitte. J'espère que vous allez bien également. Résumé la science américaine, donc comme vous pouvez le voir, on a le dollar US et le rendement de l'obligation à 10 ans américain qui ont progressé. Et enfin sur le marché des actions, on a plutôt un ordre dispersé. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une constante qui est toujours quasiment la même, qui est le Nasdaq et qui est positif. Le S&P qui, comme vous commencez à le savoir, a une part de valeur technologique plus importante que le Dow Jones, et donc forcément, on a un Nasdaq à progresser. Donc les valeurs technologiques ont bien progressé également au S&P, ont limité la perte. Par contre, le Dow Jones, vu qu'il a une pondération beaucoup plus faible euh, au niveau des valeurs technologiques, eh bien, les peu de valeurs technologiques qu'il y a dans le Dow Jones sont pas suffis pour qu'il clôture dans le vert. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est des valeurs technologiques qui dominent toujours, qui superforment les indices américains et même globalement européens. La séance asiatique, la tendance est nette. On a un sentiment d'aversion pour le risque. Le yen et le gold qui progressent, les deux, la devise refuge et le métal précieux. Et enfin, on a le marché des actions, donc les valeurs à rendement, qui sont dans le territoire négatif. Le Nikkei, moins 0,10, le Hang Seng, moins 0,07, et sur l'ensemble de l'Asie-Pacifique, moins 0,03. Le calendrier économique de la journée, donc on a l'enquête IFO à 10 heures heure française. Et enfin, nous aurons l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board à 16 heures du côté des États-Unis. Demain, je vous rappelle, on a la Fed, FOMC, euh, et voilà, c'est globalement la grosse annonce de la semaine. Alors merci à vous, Brigitte, de me souhaiter également euh, que je vais très bien, etc. Alors moi, tout va très bien, en tout cas, vous inquiétez pas pour moi. Alors le graphique du jour, je voulais vous partager ce graphique que j'ai vu un petit peu sur Twitter. Donc c'est un graphique réalisé par un des membres de DailyFX, un analyste américain. Et c'est pour faire voir que eh bien la diversification et les bulles qu'il y a eu depuis les années 1996, eh bien la diversification est plutôt euh, quelque chose de nécessaire pour survivre à long terme chez un investisseur. On a eu la bulle, comme vous pouvez le voir ici, la bulle technologique de 2000. Ensuite, on a eu la bulle mobilière avec la crise des subprimes. Et maintenant, on n'a pas vraiment de bulle dans le sens que tout monte globalement, à part, bon, on a peut-être cet indice-là, qui est l'énergie, forcément qui est plombé par le pétrole. Mais sinon, vous pouvez voir que on pourrait peut-être avoir une double bulle, c'est-à-dire peut-être le marché de l'immobilier et technologique à terme. En tout cas, on n'est pas au niveau précédent, les niveaux de crise de 2000 et crise de 2007. Donc voilà, ça ne cesse d'augmenter, mais on peut voir que c'est une tendance globale qui augmente. Voilà, donc c'est un petit graphique. On passe dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, on a des devises qui superforment, comme toujours, on a l'AUD, l'AUD USD, donc on va commencer directement, je vais faire des devises les plus fortes aux devises les plus faibles. Donc l'AUD USD, l'AUD c'est une devise encore qui se paye pour viser au minimum les 0,80. Bon, maintenant il va falloir chercher un bon ratio risque-rendement, parce que acheter à ce niveau de prix, bon, il faut un rendement qui est également intéressant, sinon ça ne vaut pas la peine.
Je le répète, hein, comme vous le savez déjà probablement tous, visez au moins un ratio risque-rendement supérieur à 1. C'est-à-dire que vous risquez, vous visez au moins ce que vous êtes prêt à perdre. La moyenne, je dirais, c'est 1,5. 1,5, ça commence à être plutôt intéressant. Là, vous voyez, on a 1,43. Si on met un stop, alors si on met un stop à ce niveau de support, mais c'est pas ça qui sera. Enfin, honnêtement, un stop sur ce niveau de support, c'est assez risqué. À la rigueur, le premier stop qu'on peut placer, ça serait en dessous du précédent plus bas, donc aux alentours de mince, voilà, aux alentours de 0,7874. Mais là, on peut voir qu'on a un ratio 0,86. Bon, c'est pas vraiment très intéressant. Par contre, si on vient viser la prochaine résistance à 0,8163, eh bien tout de suite nous avons un ratio qui est beaucoup plus intéressant. Voilà, en tout cas, moi la UDUSD je suis haussier, je ne passerai pas à l'achat à ce niveau de prix. On a pris nos bénéfices qui étaient à cet oblique. Tant pis, on a raté la poursuite de la tendance. Mais bon, j'estimais que cette oblique était une oblique de long terme et qui a été assez fiable. En tout cas, vous voyez, on a 3 points de contact qui composent cette oblique. La quatrième était une cassure. Bon, eh bien écoutez, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, on a bien profité sur la USD et on est toujours sur la UD yen. Même si le yen progresse, il continue de progresser. Eh bien, la UD yen, on a toujours notre scénario de swing moyen terme. On est à l'achat depuis le 29 juin et voilà, on attend. Petit à petit, le cours fait son tracé jusqu'à la prochaine résistance. On est déjà à près de 200 pips de gain dessus. Et voilà, et si ça atteint les 90 yens, eh bien ça fera 373 pips de gain. Donc ce qui est pas négligeable. Maintenant, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il faut rentrer maintenant? J'ai envie de dire pourquoi pas, on a un AUD de toute façon qui est orienté à la hausse, et un yen qui rebondit depuis quelques semaines, quelques séances, voire quelques semaines. Mais à terme, le yen n'est pas une devise qui devrait surperformer. En tout cas, je ne vois pas pourquoi elle surperformerait. Parce qu'on a des indicateurs économiques, donc l'inflation qui est extrêmement basse, 0,1% si on prend l'inflation corps, il me semble, ou alors 0,2, bref, ce n'est quasiment rien, alors que ça fait 2-3 ans que la BOJ a une politique monétaire extrêmement généreuse. C'est la banque centrale la plus endettée au monde, devant la Fed, la BCE, etc. Et pourtant, on n'arrive pas à faire monter l'inflation. Donc la spéculation quant à une hausse des taux, elle est encore loin. Ça ne sera pas cette année, ça ne sera probablement pas au premier semestre 2018. Si ça devrait commencer, ça sera à partir du deuxième semestre 2018. Donc on a au moins un an avant que le marché table sur une hausse des taux de la BOJ. En tout cas, pour moi, les indicateurs économiques empêchent cette spéculation. Donc le yen, même s'il rebondit sur du court terme, c'est, on va dire, une valeur sûre à shorter sur du moyen long terme pour le moment. Voilà donc la UD yen, en résumé, et toutes les paires en yens, pour le moment, elles ont du mal à progresser. Mais dès que le yen reprendra sa tendance baissière, donc dès qu'on aura un environnement d'appétit pour le risque, ça pourrait être le cas après la publication des résultats de Facebook, qui auront lieu demain, ou alors la publication des résultats de Amazon. En fait, les mastodontes technologiques. On a eu un flash crash, je vous le rappelle, le 9 juin dernier sur les valeurs technologiques. Le Nasdaq avait perdu plus de 3%, il me semble. Bref, et depuis, on a eu pas mal on a eu un retour des questions sur la capitalisation boursière de ces entreprises, est-ce qu'elles ne sont pas trop valorisées, etc., etc. Alors, oui, oui, non, honnêtement, je n'ai pas vraiment d'avis dessus. En tout cas, ce que je constate, c'est que ça fait plusieurs années que des gens disent ça, que c'est une bulle, etc. Mais voilà, Amazon a doublé en l'espace de 1 an et demi, Facebook pas loin, Google également, Apple plus 40%, bref. Ça fait des années qu'on entend ça, mais ça fait des années que ces entreprises-là, les actions montent et que ces gens-là n'en ont probablement pas profité. Donc voilà. Tant que ça tombe pas, j'ai envie de dire, on est un petit peu sauvé. Maintenant, donc Google a publié un chiffre d'affaires supérieur, une hausse de 23%, il me semble, donc ce qui est relativement bien. Non, pas 20, si. Alors, information à vérifier. Bref, un chiffre d'affaires qui était au-dessus des attentes. Cependant, les bénéfices eh bien, ont été divisés par 2, il me semble. Ouais, en tout cas, il y a eu une belle baisse des bénéfices à cause de l'amende de l'Union européenne.
parce que Google aurait favorisé son moteur de recherche pendant les années donc 2013-2014, il me semble. En tout cas, c'est pas le plus important. Elle a eu une amende de 2,40 milliards d'euros, je vous le rappelle, en fin juin, ce qui a plombé ses bénéfices. Et donc, à la clôture du marché américain, même si l'action de Google progressait, eh bien, après la clôture, l'action retracée. Voilà. Donc, c'est pas Google qui va créer un environnement d'appétit pour risque. Par contre, Facebook, Amazon, surtout cette dernière, Amazon, pourrait publier des résultats très très intéressants, étant donné que c'est une des actions la plus ascendante parmi ces mastodontes. Voilà, donc peut-être que si on a de très bons résultats chez Facebook, Amazon et Apple le 1er août, eh bien ça pourrait créer un marché d'appétit, un environnement d'appétit pour risque. Ça serait le retour des valeurs à rendement, le yen serait shorté et la UDN repartirait à 90. Voilà, donc je suis allé un petit peu loin, mais concrètement c'est un petit peu ça qu'on attend pour que le yen redescende. C'est un marché d'appétit pour le risque. À savoir également qu'on est dans un environnement, dans une saison propice à l'aversion, où le VIX a tendance de remonter, même si actuellement il est à des niveaux historiquement bas. Le gold a tendance à remonter en août, les actions ont tendance à baisser l'été. Donc voilà, il y a aussi cette saison qui est propice à l'aversion pour le risque qui domine et qui joue pas dans la faveur de nos stratégies AUD yen, NZD yen, etc. Donc l'AUD, c'est la devise numéro 1 en intraday à payer. Vient ensuite le CAD. Alors le CAD, toujours supporté par une spéculation d'une prochaine hausse des taux. Enfin, la Banque du Canada qui a commencé son cycle d'hausse des taux il y a 2 semaines. On a eu une première hausse des taux et puis maintenant, eh bien, écoutez, le CAD rattrape son retard. On teste les 1,25. Alors honnêtement, voyons, on voit un petit rebond. Moi, je suis neutre sur du court terme sur l'USD CAD. Je suis neutre. Je pense que il devrait consolider pendant quelques séances à ce niveau de prix-là. C'est un seuil psychologique important sur lequel il avait rebondi lors du dernier test de plus de 1100 pips, donc ce qui est pas négligeable. Maintenant, est-ce que j'envisage un retour à 1,35? La réponse est non. L'USD est shorté, donc je ne vois pas pourquoi j'achèterais l'USD. Maintenant, un rebond à 1,26, un rebond à 1,2717, pourquoi pas, mais la tendance elle reste baissière sur du long terme, et donc je suis baissier jusqu'à 1,20. Par contre, si le pétrole chute à 40, bien évidemment, l'USD4 rebondira et ira chercher bien au-dessus des 1,27. Pour le moment, le pétrole est mis sur le côté parce que la spéculation sur la Banque du Canada est bien supérieure, bien plus importante que la corrélation historique qu'il existe entre le dollar CAD et le pétrole. Mais donc voilà, il y a deux constantes. Il y a une constante qu'il faut surveiller, c'est le pétrole. Si le pétrole chute, l'USD4 rebondira. Maintenant, si le pétrole consolide ou alors baisse mais très légèrement, ça ne devrait pas affecter l'USD4 parce que la spéculation resterait dominante. Voilà, donc l'USD4, moi, en résumé à très court terme, enfin à court terme, disons pour les prochaines séances en swing trading, je suis plutôt neutre. Pourquoi pas un rebond? Maintenant, si le cours revient à 27-17, que le pétrole est toujours en consolidation ou alors même est orienté à la hausse, alors concrètement à 27-17, je passerai vendeur pour reviser les 1,25, voire plus bas, 1,20-74. En tout cas, acheter l'USD, c'est pas la stratégie gagnante depuis le début de l'année, c'est la devise qui est la plus faible. Enfin, c'est la devise qui fait la moins bonne performance, qui sous-performe toutes les devises majeures. Donc voilà, moi je vous déconseille d'acheter l'USD sur du long terme, enfin sur du moyen long terme en tout cas, pour le moment. Tant qu'on n'a pas un rebond du DXY, tant qu'on n'a pas de rebond, et bien écoutez, vous voyez, il s'enfonce encore, eh bien on peut rester vendeur. Donc voilà, l'USD CAD, intéressante également, le CAD qui est assez fort aujourd'hui. Le CAD yen, stratégie également intéressante. Donc pour le moment, on est sur cette zone de pivot, le yen qui est haussier et qui donc, comme je vous l'ai dit auparavant, fait pression sur tous les paires en yen. Maintenant, dès que le yen se repliera, eh bien le CAD yen partira à la hausse. Direction les 90 et au-delà. Voilà, donc dès que le yen repart, j'ai envie de dire que là on est sur un niveau de prix
intéressant sur du moyen long terme. Donc le plus intéressant serait bien évidemment un retour sur 87. Là, ça serait l'idéal. On achèterait le CAD sans aucun souci. Maintenant, si vous êtes patient, si vous êtes un trader de moyen long terme, vous pouvez à la rigueur payer le CAD à ce niveau de prix et viser au moins les 92. Voilà. Mais honnêtement, personnellement, moi je vais attendre un retour à 87 ou alors que le yen s'affaiblit pour payer le CAD. Voilà, donc pour le moment c'est stand-by le CAD yen. Vient ensuite le NZD. Donc on a AUD numéro 1, le CAD numéro 2 et enfin le NZD qui est assez fort. Le NZD, l'objectif a été atteint, l'objectif aussi atteint, donc ça c'est parfait. C'est parfait. Donc 0,74, donc il bute sous résistance. Comme on peut le voir, on a ici alors on a un double bottom ici, hein. Un bottom, un double creux en fait. Un creux, deux creux. Si on a la cassure, eh bien on aura un scénario haussier, donc qui sera donc la hauteur du double bottom. On le reporte à la hausse. Donc ça c'est l'objectif théorique, hein. Je ne dis pas que je serai acheteur jusqu'à 0,80 environ. Voilà, mais en tout cas ça c'est un objectif théorique qui serait valable en cas de validation de la cassure. Donc une validation, ça pourrait être une clôture hebdomadaire au-dessus du pivot qui se situe précisément à 0,7461. Si on a une clôture hebdomadaire, ça validerait cette figure chartiste et ça donnerait comme objectif théorique les 0,80. Ce qui n'est pas non plus ce qui n'est pas insensé, dans le sens que la prochaine banque centrale qui est le plus à même de remonter ses taux, c'est la RBNZ. Les RBNZ, la BOE, même si la spéculation diminue un petit peu étant donné que l'inflation publiée la semaine dernière a diminué. Donc rendez-vous le mois prochain pour la prochaine inflation du Royaume-Uni pour savoir si la tendance se confirme, c'est-à-dire si on a un affaiblissement de l'inflation ou si c'était simplement quelque chose de passager et que l'inflation repart à la hausse. Bref, la prochaine banque centrale la plus susceptible à remonter ses taux, c'est la RBNZ. Donc c'est pour ça qu'on a une spéculation, pour ça qu'on a une hausse également du NZD. C'est tout simplement parce que c'est la banque centrale qui a le plus de probabilité de remonter ses taux. Vient ensuite la Banque d'Angleterre et la RBA. Ou alors la RBA et la Banque d'Angleterre. Bref, le top 3 des banques centrales, c'est RBNZ, BOE, RBA. RBA, la Banque d'Australie. Donc c'est pour ça qu'on a des tendances baissières sur l'AUD, sur le NZD. Et dans ce cas-là, eh bien l'objectif théorique eh bien, se justifie totalement. Si on a une hausse des taux, et si même si le NZD, la BNZ, la Nouvelle-Zélande continue de publier des indicateurs macroéconomiques en progression, ça renforcera la spéculation et le NZD-USD eh bien cherchera les 0,80 à terme. C'est quelque chose de plutôt, j'ai envie de dire, évident. Surtout que d'un point de vue historique, on est quand même on teste, c'est très intéressant parce qu'on teste la moyenne mobile à 50 mois. Donc là, on a un fort niveau de résistance, mais on peut voir vraiment que la tendance, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 mois, s'oriente à la hausse. Le RSI est haussier. On a une cassure de 50. Donc voilà, concrètement, le momentum pourrait être suffisant pour aller chercher les 0,80 sur du long terme. Quand je parle de long terme, là, on parle de plusieurs mois. On parle au moins un trimestre pour 0,80. Nous avons le NZD Yen qui est également intéressant. Donc on a toujours notre stratégie haussière, hein. On a une consolidation, le Yen qui se renforce et donc ça met en stand-by tous nos stratégies en Yen. Mais voilà, la stratégie reste la même. Le NZD c'est une devise qui superforme le Yen d'un point de vue moyen long terme. Et donc voilà, retour à 83,41 et dès que le Yen se repliera, ça sera bien au-delà, 85, voire au-dessus. On a l'eurodoll. Alors l'eurodoll qui consolide, regardez, on est sous cette oblique baissière qui vient chercher le point bas de 2008 et 2012. Donc voilà, moi j'attends une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau de prix, ce qui nous donnerait un signal haussier pour venir chercher dans un premier temps les 1,1787, mais la finalité pour la fin de l'année c'est au moins un 20. Voilà.
Moi, c'est mon objectif depuis maintenant pas mal de mois, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et voilà, le scénario est inchangé, c'est 1,20. On a une hausse des rendements obligataires européens, c'est-à-dire que le marché spécule de plus en plus sur une hausse des taux, sur la fin de la politique monétaire. Et voilà. Pourquoi on a un rallye haussier de l'euro? C'est tout simplement à cause de la spéculation. Tout est une question de spéculation, hein. Ce qu'on a ici, c'est vraiment les investisseurs, les spéculateurs même, j'ai envie de dire, qui tablent sur une hausse des taux et donc achètent le plus bas possible. Ils n'achètent pas quand il y a une hausse des taux, ils achètent bien avant. À part quand il y a enfin, quand il y a quand ça surprend, enfin, quand il y a une banque centrale qui surprend le marché en remontant ses taux, sans, voilà, sans vraiment indication. Mais bon, ce qui est assez rare parce que souvent, enfin, le marché, de manière générale, ce qu'ils font et ce que nous faisons, on regarde les indicateurs économiques. Et les indicateurs économiques ne mentent pas. C'est-à-dire qu'on a un taux de chômage, on a une inflation, on a une croissance. Si ces trois indicateurs convergent et sont proches de la cible de la banque centrale, eh bien, plus ils seront proches et plus la spéculation augmentera. Voilà. Donc c'est vraiment comme ça que les tendances sont faits sur le forex. Donc l'eurodoll, personnellement, à court terme, je suis neutre, j'attends qu'on ait une cassure hebdomadaire au-dessus de cette oblique, et dès qu'on aura cassure, eh bien le prochain objectif sera 1,1787. Le GBP-USD, le GBP qui est une devise assez forte quand même sur de l'intraday, supporté par une spéculation, comme je vous l'ai dit, d'une possible hausse des taux. Maintenant, nous verrons dans un mois si la publication de l'inflation validera la baisse de l'inflation ou alors si on aura une hausse et dans ce cas-là, eh bien l'inflation qui a été publiée la semaine dernière n'aurait été que passager. Et dans ce cas, si on a une hausse de l'inflation, eh bien la spéculation repart et c'est direction les 1,33. Voilà, malgré le Brexit. Donc voilà pour ce qui est du GBP-USD à court terme. Écoutez, on voit qu'il n'y a pas grand mouvement. Alors, on peut peut-être tracer un faible figure. Alors, on va essayer de tracer quelque chose, on va essayer de trouver une figure, mais bon, là personnellement, je n'en vois pas. C'est pas très explicite. Par si vous en voyez une, n'hésitez pas à la partager. Honnêtement, bon, à part celle-ci et encore parce qu'honnêtement, ça ne nous indique pas grand-chose, hein. Alors, ouais, il y a pas grand-chose à signaler hein, d'un point de vue de chartisme sur le GBP/USD. La tendance, elle est très légèrement haussière, soutenue en particulier par la baisse du dollar US, donc ce qui supporte toutes les paires majeures. Donc, euh, donc voilà. Mais concrètement, moi, GBP/USD à court terme, je suis plutôt neutre. Et voilà, tout va dépendre de l'inflation vraiment le mois prochain. Si on a l'inflation revue à la hausse, ça sera signal d'achat pour viser les 1,33. Maintenant, si on a une inflation qui reste à 2,6%, voire plus bas, bah, le GBP, il redescend à 25,75. L'euro GBP. Alors, l'euro GBP, on semble avoir touché un top. Alors, un top l'objectif c'était 0,90. On a fait un plus haut à 0,89,94. Donc, à 6 pips près. L'objectif a été loupé. Bon, c'est pas grave. Honnêtement, donc on est à l'achat depuis quand même maintenant pas mal de semaines, hein, environ ici, il me semble, ici ou ici, bref. C'était pas mal de, de semaines qu'on est à l'achat. Ça n'a pas été atteint. Écoutez, ce n'est pas grave. L'euro repartira à la hausse, comme vous pouvez vous en douter, je pense. C'est la devise la plus payée depuis le début de l'année. Donc ce n'est qu'une question de temps pour que l'euro reprenne le dessus, superforme la livre et reparte à 0,90 et même au-delà. Voilà, donc c'est pas grave s'il n'a pas été atteint. Si vos ordres limites à 0,90 sont toujours en place, eh bien écoutez, on aura juste besoin de patience. Peut-être qu'on va faire un pullback à 0,88, mais voilà, la finalité, honnêtement, l'euro GBP, la tendance est clairement haussière. Moyenne mobile à 50 jours haussière, moyenne mobile à 20 jours haussière. En semaine, les moyennes mobiles sont haussières. En mensuel, les moyennes mobiles 20, la moyenne mobile 20 est haussière. Bon, honnêtement, je ne vois pas pourquoi on shorterait la monnaie unique.
Donc voilà, le Roche BP, à court terme, peut-être qu'il peut se replier. On a un euro qui est sous résistance, on a une livre qui est légèrement soutenue par une spéculation. Donc à la rigueur, il peut peut-être revenir à 0,88. Mais à la rigueur, s'il revient sur 0,88, ce sera une bonne opportunité pour passer à l'achat et viser les 0,90. Voilà. L'USD Yen. Alors je vois qu'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des actifs sur lesquels vous voulez que j'analyse, n'hésitez surtout pas. Alors je me suis posé un petit peu sur l'USD Yen hier. Donc je n'ai pas vraiment actualisé mon graphique. Hein. Je l'ai actualisé. Tous mes graphiques, je les ai actualisés ce week-end. Donc on a ces retracements de Fibonacci et comme on peut le voir, l'USD a du mal à casser les 61,8 de retracement de cette tendance baissière. Vous voyez, on a un double top ici, une ligne de coup qu'on peut tracer là. Donc là, concrètement, l'USD Yen, il viendra chercher les 109, 110. Voilà, c'est la prochaine zone de support dont je pense le marché ira chercher dans les prochaines séances. Maintenant, écoutez, soit l'USDN cassera cette ligne de coup et dans ce cas, ça sera un signal baissier. On réintégrera le canal et ça sera des scénarios baissiers tout simplement. Ce n'est pas pour le moment ma stratégie, mon scénario favori, mais bon, tout est possible. Ou soit on arrive sur cette oblique, l'USD superforme le yen et on repart comme les précédents trimestres, tester les 61,8. Donc en fait, on a deux scénarios possibles, soit voilà, soit ça part à la baisse, alors soit ça part à la baisse, ou soit on partira à la hausse. Alors c'est pas très lisible comme ça. On va essayer de faire quelque chose un peu plus joli. Voilà, donc on a deux scénarios. En tout cas, moi le scénario que j'attends, c'est un retour sur cette oblique, cette ligne de goût qui sera décisive pour l'USD Yen. En tout cas d'un point de vue technique. Ce qu'il faut constater actuellement, c'est que l'USD sous-performe le yen. On a une tendance baissière, donc là on a une sous-performance du dollar, donc une sous-performance du yen, sous-performance du dollar, sous-performance du yen, sous-performance du dollar, sous-performance du yen. Voilà. Euh, alors, c'est passionnant, nous dit Luc. Alors, merci à vous. Écoutez, si ça vous fait plaisir, si ça vous intéresse, mais écoutez, c'est fabuleux, j'en suis très ravi. Rien à dire, parfait, François. Alors, sauf le footy. Alors oui, c'est vrai que je n'ai pas habitué de faire le footy, mais donc là, je clôture cette partie forex, à part si vous avez des questions, pour passer aux indices. Alors le CAC, voilà, qui rebondit légèrement à l'ouverture. Alors moi, j'ai toujours mon scénario plutôt neutre, baissier en intraday, étant donné qu'on a plutôt des indices américains et asiatiques ont clôturé en ordre dispersé. Enfin, dans la séance asiatique, c'était plutôt négatif. Donc voilà. Bon, techniquement, le CAC rebondit sur les 5100. Il a rebondi hier et vendredi. Il reste dans son canal. Maintenant, je pense qu'à moyen terme, le CAC devrait partir à 5000. Regardez, on a inscrit dans son canal. On a eu déjà plusieurs tests de cassure. Donc là, on a pu tracer ce canal à partir de ce moment-là. Donc sans compter ce moment-là, on a eu un test, deux tests, trois tests, trois échecs. Donc le CAC, peut-être qu'il va consolider, attendre d'arriver, tester cette oblique et ensuite échouer. Ou alors il va tout simplement partir à la hausse, c'est possible, hein, repartir à 5002 et ensuite repartir à la baisse. Mais en tout cas, je ne suis pas haussier sur du swing trading, c'est-à-dire sur de plusieurs séances à quelques semaines. Je ne suis pas haussier sur le CAC. Maintenant, à long terme, vous connaissez mon opinion, on a une tendance vraiment bullish. Et donc dès que la rentrée arrivera, même un peu plus tard, fin septembre, début octobre, mes voyants repartiront probablement dans le vert pour tous les indices. Voilà. Mais je pense que le CAC, honnêtement, on a fait vraiment un premier semestre très très bon sur le CAC, qui a même super formé le S&P. Maintenant, Wall Street prend le relais. Wall Street reste Wall Street, reste des indices qui superforment, reste un territoire qui est orienté sur le marché des actions. Et donc, été ou pas, on a plutôt des indices qui superforment tout au long de l'année. Et donc,
à l'inverse du CAC, du DAX et des indices européens, qui ont tendance à retracer pendant l'été. Donc voilà, le CAC, honnêtement, je pense que c'est qu'une question de temps, de semaines, pour qu'il vienne tester les 5000 points. Une fois qu'il sera à 5000, là, ça sera un niveau de prix très intéressant pour passer à l'achat. Mais voilà, honnêtement, en attendant, mon scénario, c'est que le CAC continue d'évoluer dans son canal. Donc peut-être que ça va être haussier aujourd'hui, peut-être si c'est haussier, eh bien tant mieux pour le CAC. Maintenant, s'il vient tester le haut de son canal, eh bien écoutez, j'aurais plutôt une opinion baissier. Le DAX rebondit plus 0,16. Alors ce qui est important à noter également, c'est que le CAC hier a clôturé dans le vert alors que le DAX a clôturé dans le rouge. Ce qui n'est pas souvent le cas, ce qui est plutôt l'inverse généralement, donc je ne dis pas que c'est exceptionnel, mais voilà, c'est quelque chose quand même à notifier. Le CAC hier dans le vert alors que le DAX était dans le rouge. Bref, le DAX hier et vendredi, il a clôturé sous cette oblique de court terme, pas vraiment valable étant donné qu'on n'a que 2 points de contact et avec un graphique qui a des milliers de points, on peut tracer des milliers de droites. Voilà, donc une droite est valable normalement à partir de 3 rebonds, à partir de 3 points. Donc là, c'était une ligne, comment dire, euh, spéculative, voilà, une ligne de tendance spéculative, donc qui n'a pas fonctionné. Donc on a une cassure entre guillemets, pas vraiment une cassure parce qu'elle n'est pas vraiment valable, mais bref, on a un signal baissier du DAX, une jambe de baisse, et voilà, on a les 12 000 qui sont relativement proches, sur le CAC 5 000 relativement proches, donc peut-être aujourd'hui, encore une fois, on aura une tendance haussière, une journée haussière sur les indices européens, c'est tout ce que j'espère en tout cas. Peut-être que le DAX ira chercher les 12 313, 12 390, en tout cas s'il vient chercher ces niveaux de prix, eh bien j'aurais plutôt un sentiment baissier pour viser les 12 000, ou en tout cas cette oblique haussière qui vient attraper les points bas depuis l'été dernier. L'Eurostoxx, alors ce qui est assez intéressant sur l'Eurostoxx, c'est alors il ne progresse pas, mais en tout cas il a une tendance, il consolide à l'inverse du DAX qui vraiment est en recul. Vous voyez depuis quasiment un mois, l'Eurostoxx consolide alors que le CAC, eh bien il est baissier. Voilà. Donc l'Eurostoxx qui est un peu soutenu par le DAX, mais également par les valeurs du Sud, des pays du Sud, il consolide autour des 3467 points. Bon écoutez, si les indices européens convergent, c'est-à-dire l'Eurostoxx vient à 3004, le DAX 12 000, le CAC 5000 points, on sera sur des niveaux psychologiques très importants. Et là, ce sera vraiment une opportunité d'achat. Je ne dis pas qu'on a 100% de probabilité que les cours rebondissent sur ces niveaux de prix-là, mais en tout cas, je pense que ça vaudra le coup de payer ces niveaux de prix. Parce que si on a une cassure de ces niveaux-là, les indices iront beaucoup plus bas. Voilà, donc pour moi, ces niveaux-là, 5000 sur le CAC, 12 000 sur le DAX et 3004 sur l'Eurostoxx, c'est des niveaux puissants qu'on pourra exploiter en cas de test. Et qui offrent, je pense, une probabilité de gain, probabilité de rebond plus importante. Après, c'est mon opinion, c'est spéculatif. Et voilà, c'est de par mon expérience que j'essaye d'établir ces stratégies. On passe sur le FTSE pour vous François. Alors le FTSE hier journée négative, alors il peine à dépasser 7005 ce FTSE. Comme je l'ai dit, hein, sentiment d'aversion pour le risque qui domine aujourd'hui. Le FTSE qui est baissier, retour à 7322 points. Est-ce qu'il faut payer à 7322? Alors pourquoi pas, c'est un niveau mensuel important. C'est un niveau mensuel important, donc pourquoi pas venir payer. Après, honnêtement, j'aime pas trop payer le FTSE, même si d'un point de vue absolu, il est performant. Je vous l'ai fait voir hier. On met le FTSE, on ramène le FTSE en euros. Si vous avez un compte de trading en euros et vous payez le FTSE, eh bien, vous savez que le FTSE est coté eh bien, en livres sterling, même si c'est des points, c'est des actions qui sont cotées en pound, et donc le FTSE est en pound. Donc maintenant, si vous avez un compte de trading en euros ou en dollars ou ce que vous voulez, mais pas en livres, et que vous payez le FTSE, eh bien, il y a un taux de conversion qui se fait sur votre compte de trading. Et donc, FTSE euro, depuis le début de l'année, il fait 1,53%, et sur un an, il fait 2,85%. Donc honnêtement, même si on regarde en termes de points, il peut être intéressant,
Mais voilà, moi c'est pas un actif que je vais chercher à mettre dans mon portefeuille. Euh, voilà. Après, si vous avez un compte de trading en livre sterling, vous habitez au Royaume-Uni, écoutez, pourquoi pas, hein, c'est sur depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, il fait 2,78%, donc même tout seul, le FTSE fait quasiment rien, même sans taux de conversion. C'est pas vraiment intéressant. Et sur un an, il fait 9,95, donc là sur un an, ça devient intéressant. Mais bon, honnêtement, il y a d'autres opportunités. Il y a l'Eurostoxx, le DAX, le CAC, le S&P qui offrent des bien meilleurs rendements. Bref, le FTSE, je pense qu'il peut retourner à 7322. S'il revient sur ce niveau de prix là, écoutez, ça pourrait être un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. D'un point de vue technique, alors, est-ce qu'on a une oblique? Alors là, on a une légère oblique, pourquoi pas, assez juste, hein, on a que deux tests, deux, trois, on va dire ici. On est en train de la tester. Bon, allez, on va dire qu'elle est valable, on a quelques tests ici. Donc, on a une oblique qui vient chercher les points bas depuis la fin de l'année dernière. On est en train de la casser. En cas de cassure, en cas de clôture journalière en dessous de cette oblique. Alors attention parce que ici on a des cassures, vous voyez, cassure en dessous, et pourtant le cours a rebondi, donc ce n'est pas au pips près, mais c'est une zone. Si on a une cassure, je pense que le FTSE peut venir chez 7322, et 7322, on pourrait avoir un rebond. Voilà. Honnêtement, c'est possible que sur les 7322 points, le FTSE reparte à l'hausse. Tout dépendra vraiment de l'environnement du marché. On a de plus en plus des marchés qui sont corrélés, des marchés, des indices boursiers. On a rarement sur du moyen long terme un S&P qui est haussier et tous les autres indices baissiers. C'est de plus en plus rare. De plus en plus les indices boursiers sont corrélés. Et donc tous les indices vont dans la même direction. Pas en intraday, parce qu'en intraday on a des bruits, on a des annonces économiques, etc., etc. Mais voilà, sur du moyen long terme, si vous comparez les indices boursiers, globalement ils se dirigent dans la même direction et au même moment. Voilà, donc on attend une convergence. Dès qu'on aura un DAX qui sera orienté à la hausse avec le S&P, eh bien le FTSE suivra la donne et ira chercher des nouveaux sommets. Voilà, donc le FTSE, globalement, je suis neutre sur du court terme, comme les indices européens. Actuellement, en fait, il n'y a que les indices de Wall Street qui sont plutôt haussiers, et surtout les valeurs technologiques, bien évidemment. Si vous regardez le Nasdaq est orienté à la hausse. On a, à part ces deux séances de baisse, alors, excusez-moi, à part ces deux sessions de baisse, on a eu 11 séances à la hausse. Donc on a eu 9 séances haussières. 9 séances haussières sur 11, ce qui est relativement conséquent. Donc voilà, le Nasdaq remarque des plus hauts historiques encore hier. Voilà. Donc pour le moment, la valeur sûre entre guillemets à payer, c'est un petit peu les valeurs technologiques, c'est en tout cas le moteur des marchés boursiers ces derniers temps. La hausse ne vient pas des actions parapétrolières qui sont affaiblies par le cours du pétrole. Donc voilà, honnêtement, on a que les valeurs technologiques et l'immobilier qui soutiennent les marchés boursiers. Alors, Luc, il me dit, vous avez fait le bac S. Alors non, je n'ai pas fait de bac S, Luc. Euh, Autodidacte, donc comme vous qui suivez ce webinaire, j'ai beaucoup appris grâce aux différentes ressources que vous pouvez trouver donc sur des liens fixes et sur plein d'autres sites de trading. Hein. Il y a plein de sites intéressants, mais voilà, à force de chercher, à force de s'intéresser et d'apprendre, eh bien vous finissez eh bien par avoir une expérience qui grandit et, euh, et voilà, qui est exploitable. On passe sur les matières premières. Excusez-moi, je tarde un petit peu. Il est 9h41. Alors le gold, on est ce signal haussier donné par le RSI qui assure 50. Voilà, donc on est toujours à l'achat. Moi, je pense que le cours du pétrole peut venir chercher à 1268 dollars. Bon, comme vous le savez, on a eu ces trois signaux haussiers donnés par le RSI. Vous voyez ici à la cassure de 50, signal haussier, signal haussier, signal haussier. On a une tendance haussière. Parfois, on a un momentum plus important qui était prévu. Ici, on a un momentum haussier, on a une consolidation pendant 2 semaines environ. Ensuite, c'est reparti à la hausse. Donc, on a eu ce signal haussier ce 18 juillet. Je ne dis pas que le cours va partir. Je ne dis pas que ça va être une requête jusqu'à 1300.
Mais voilà, en tout cas, on a un signal technique, on a un sentiment également. Regardez le sentiment. Alors, sentiment du gold. Voilà, le gold, on a les positions acheteuses qui ne cessent de diminuer. Sur une semaine, les positions acheteuses ont diminué de 22,2%, alors que les positions vendeuses ont augmenté de 40%. Donc voilà, concrètement, on a des traders particuliers qui sont de plus en plus à la vente sur le gold, ce qui soutient, ce qui me donne également, ce qui renforce mon opinion sur la hausse du gold. Voilà. Donc moi, le gold, bon, on a eu hier une journée neutre, on a eu un doji. On a aujourd'hui une tendance qui s'oriente plutôt à la baisse. Écoutez, moi, enfin, ça ne me fait pas vraiment peur. Même si on retourne à 1250, écoutez, ça serait une opportunité pour ceux qui ne sont pas à l'achat de payer le gold et viser les 1268. On a également le marché des actions qui, à part Wall Street, bien, du côté de l'Europe, Asie, on n'a pas de nouveau plus haut, ce qui renforce également, ce qui nous donne bah, comme indication que le marché est en aversion pour le risque, il ne cherche pas le rendement en tout cas, et donc ça soutient également le gold. Voilà, donc on a pas mal d'indications qui soutiennent le gold. Euh, et voilà, on a le VIX également. Le VIX qui normalement, quand il augmente, on a le gold qui augmente, mais actuellement il est historiquement bas. Et donc le VIX, c'est l'indicateur qui représente la peur du marché. Donc l'indicateur de la peur, comme je l'ai mis sur mon Twitter, j'aime bien un petit peu cette phrase, fait de plus en plus peur parce qu'il est très très bas. Il est historiquement bas. Et donc, le marché a peur de cette volatilité extrêmement basse. Bah, et donc on a un peu une décorrélation qui existe, enfin une corrélation maintenant négative qui existe à court terme entre le VIX et le gold. Regardez, on va le comparer. Le VIX, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la volatilité du S&P 500, qui est très très intéressante à superposer avec ces analyses sur les indices. Et vous pouvez voir que le VIX diminue, le gold augmente. Voilà. Donc on a une corrélation vraiment sur du très court terme qui vient à l'encontre de la corrélation historique qui est, lorsque le VIX augmente, dès que la volatilité augmente, le marché, au lieu de payer des actions, va payer du gold et des obligations. Et à l'inverse, dès qu'on a un VIX qui diminue, c'est propice pour le marché des actions et donc le marché qui souhaite du rendement. Maintenant, à court terme, on a cette opposition, on a un VIX qui diminue et un gold qui augmente parce que voilà, le VIX devient invite de plus en plus à la prudence parce que un VIX historiquement bas, c'était par la suite une crise. Donc voilà, je ne dis pas qu'il y aura une crise, je ne suis pas là à dire qu'il y aura un crash boursier demain, mais voilà, ça commence à, bien évidemment, naturellement, à poser des questions et à inviter à la prudence un petit peu. Bonjour, qu'attendent de la fête demain de la part de Nicolas? Eh bien écoutez Nicolas, demain la fête, pas de hausse des taux attendue, on n'a même pas 50% de probabilité de hausse des taux en septembre. La prochaine semble s'orienter pour décembre. Donc voilà, honnêtement, on ne devrait pas avoir de grosses surprises, surtout qu'on est l'été. Les institutionnels ne sont pas là, donc c'est rare que les banques centrales ont des discours très, comment dire, très accentués pendant l'été. Elle peut être au quiche, mais elle sera au quiche, mais maintenant, pour faire rebondir le yen, il faudrait vraiment des conséquences, il faudrait vraiment un ton, facile à dire, mais hyper au quiche dans le sens, euh, un plan détaillé de ce qu'elle prévoit pour baisser son bilan, pour diminuer son bilan à partir d'octobre. Donc a priori, on aurait de ces informations en septembre. En tout cas, c'est ce que les experts tablent. Maintenant, si demain la Fed nous dit, on va diminuer le bilan de la Fed à partir imaginons, du 9 septembre 2017, de 10 milliards de dollars par mois. Alors c'est vraiment utopique, hein, je prends des chiffres vraiment aléatoires et une date aléatoire. Mais voilà, si c'est un plan vraiment précis avec un montant, etc., le marché pourrait payer le dollar et dans ce cas, le gold repartira à la baisse. Donc qu'attendre demain de la Fed, Nicolas? Honnêtement, pas grand-chose. J'ai bien peur de vous annoncer cela, mais pas grand-chose. Il faudrait vraiment beaucoup pour que la Fed
surprend le marché et ça a rarement lieu l'été. Donc moi honnêtement la fête demain, voilà, je m'attends vraiment pas à grand chose. Il y aura peut-être la vol, peut-être que le marché, comme d'habitude, hein, dès qu'on a la Fed, on a de la volatilité pendant quand il est 8 heures heure française. Mais voilà, honnêtement, il y aura pas vraiment d'annonce majeure. En tout cas, c'est pas sur ce coup, dont je table, tout simplement. Voilà. Par contre, septembre, voilà, ce sera un rendez-vous important le 21 septembre, il me semble. 21 septembre, la Fed, là, on aura vraiment quelque chose d'important. On finit par le pétrole. Alors, le pétrole, il continue de consolider, hein, 46,62. Voilà, je vais encore répéter l'analyse que je donne depuis maintenant pas mal de séances. On a une consolidation autour de ce pivot à 46,66. Le marché va peut-être attendre le test de cette oblique. Ensuite, shorter le pétrole en direction des 40. Ou alors, on aura une surprise venant de l'OPEP, une diminution encore du gel de la production. Enfin, quand je dis encore, c'est qu'il n'y en a pas eu lieu. Enfin, il y a un premier gel de la production qui a eu lieu en novembre, qui a été reporté pour premier trimestre 2018. Donc jusqu'en mars 2018, on devrait avoir ce gel de 2 millions de barils. L'Arabie Saoudite a annoncé hier augmenter son gel de la production, mais seulement l'Arabie Saoudite, alors que la Libye augmente sa production, l'Iran également. Donc voilà, concrètement, on a au final un gel qui est le même qu'il y a 3 mois, qu'il y a 6 mois, c'est-à-dire un gel de 2 millions de barils. Et donc au final, même si à long terme, ça devrait faire diminuer les stocks, eh bien on a le nombre de forages aux États-Unis qui augmente, on a un déstockage qui certes est important ces dernières semaines aux États-Unis, mais le nombre de forages, il a doublé aux États-Unis, et ça ne donne pas un point positif pour le pétrole. Donc voilà, tant qu'on aura un nombre de forages qui augmentera aux États-Unis, eh bien, ça sera baissier. Alors je ne sais pas si on peut voir nombre de forages ici. Euh, économie, non. Alors non, on peut pas voir le nombre de forages aux États-Unis ici sur cette plateforme. Néanmoins, vous avez juste à aller chercher donc. Alors je ne sais plus c'est quoi le nom exact. Alors bon, je vais vous envoyer le lien du nombre de forages de pétrole. Alors peut-être que je l'ai. Ah bah voilà, vous avez voilà Baker Hughes. C'est cette entreprise qui publie. Alors je ne sais pas s'il y est sur la plateforme. C'est très intéressant. Euh, économie, non. Ah non, il n'y a pas le nombre de forages. Alors il me semble pas. Non, il n'y a pas de nombre de forages. Tant pis. Vous avez dans ce nombre de forages. Et là, vous voyez le nombre de forages qui, eh bien, il y a un an était à 316. Aujourd'hui, on a 764. Et donc, si on superpose le nombre de forages que vous pouvez trouver dans le guide de trading pétrole, qui est vraiment très intéressant, eh bien, on a une corrélation qui est négative entre le nombre de forages et le cours du pétrole. Je vais vous chercher ça. Alors, je vais vous ouvrir cette corrélation qui est quand même assez intéressante. Je la partage avec vous. Alors, laissez-moi une petite seconde. Je suis en train de chercher le guide de trading du pétrole dans mon ordinateur. Et donc le voici. Je vous montre le guide. Alors qui devrait s'ouvrir dans quelques instants.
Le voici. Donc nous avons le guide ici et nous avons alors ça c'est le futur compte Tango. Alors non, alors ça doit être dans un autre guide. Il y a un autre guide de pétrole qui va arriver d'ici quelques jours, quelques semaines, un guide vraiment sur l'offre et la demande du pétrole qui sera en ligne sur le site web, donc qui est vraiment très intéressant. Euh, j'ai travaillé dessus donc la semaine dernière, vraiment, et je vous invite à le télécharger. C'est une étude de l'offre, de la demande, des spéculateurs, des investisseurs, voilà comment le pétrole réagit. En tout cas ici on a les futurs comptes Tango et vous pouvez voir la corrélation dite négative, corrélation pardon positive avec le cours du pétrole. Voilà, donc tout cela est expliqué dans le guide de trading pétrole. Donc là, c'est un guide qui est en anglais sur mon ordinateur. Mais si vous allez sur le site, donc dailyfx.fr, vous allez sur le site et vous avez donc dans guide de trading, et là vous avez le guide du pétrole. Donc vraiment prévision pétrole pour nos prévisions jusqu'à septembre, fin septembre, qui est vraiment intéressant. Et donc, alors pour revenir au vif du sujet, excusez-moi, j'ai un petit peu dévié. Le pétrole, moi, je suis neutre sur du court terme. Maintenant, tout dépendra de l'OPEP. Est-ce que l'OPEP augmentera son jeu de la production? Si oui, eh bien, écoutez, ça devrait soutenir le pétrole. Si le nombre de forages se stabilise aux États-Unis, ça va augmenter. Par contre, à l'inverse, si on a un chef de la production qui reste stable et on a un nombre de forages aux États-Unis qui continue à augmenter, eh bien, écoutez, ça fera pression sur le cours du pétrole et on ira chercher eh bien, les 44 dollars et ensuite les 40,64. À noter que d'un point de vue technique, le cours du baril évolue à sa moyenne des 50 dernières séances, donc 50 derniers jours, ce qui est assez important quand même comme niveau de prix, c'est-à-dire que c'est la moyenne des 50 dernières séances et également la moyenne des 20 dernières séances. Donc là, on est sur un niveau de prix, j'ai envie de dire un pivot, une zone de neutralité un petit peu. Sur le RSI, on n'a pas vraiment de signaux à signaler. Vous voyez que le RSI est à 50, il est à plat. Vraiment, c'est la consolidation à ce niveau de prix-là. Bon, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous sur le site DailyFX. On a un nouveau article qui vient de sortir, comme vous pouvez le voir par Yoav Nizar, sur l'euro-dollar GBP-USD. Rendez-vous demain à la même heure pour le prochain webinaire. Le webinaire sera un peu plus axé sur la Fed, mais voilà, grosso modo, rien à attendre demain, rien de massif. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va avoir en septembre. Donc voilà, merci à vous pour votre attention, excellente journée et à demain 9 heures dans cette même salle de trading.